Happy Days for Brands, les stratégies du succès. Je vais appeler le directeur général commerce de L'Oréal France à me rejoindre sur scène, Geoffroy Blanc. Ça c'est chaud. Geoffroy, bonjour. Bonjour à tous. Je vais essayer de vous présenter. Si jamais je dis une erreur, vous me prévenez. Vous êtes presque un pur produit L'Oréal. Un pur produit L'Oréal. Vous avez rejoint le groupe en 2004, vous étiez gestionnaire de prévision, vous avez gravi les échelons jusqu'à devenir directeur grand compte en charge des marques Garnier, Maybelline, Lascade du groupe en 2010. C'est ça. Ensuite, vous êtes devenu directeur commercial de Lascade, puis responsable du projet marketing de L'Oréal Paris, et aujourd'hui vous êtes directeur général en charge du commerce France de L'Oréal. C'est ça. Est-ce que j'ai oublié quelque chose de structurant et de capital pour que tout le monde puisse comprendre à quel point vous maîtrisez ce sujet? Ouais, alors je maîtrise surtout l'univers de la beauté, parce que pour être tout à fait, et je pense que et Marc et Emmanuel l'ont souligné. Ce qui est intéressant pour les marques, c'est que moi le e-commerce, j'ai démarré par les marques, et le e-commerce, je suis en train de l'apprendre. Et je pense qu'il faut aussi qu'on ait l'humilité en tant que marque de dire qu'on apprend un métier. Et j'y reviendrai parce qu'il y a aussi un enjeu de compétences par rapport à ce métier, et qu'il a fallu d'ailleurs qu'on aille chercher à l'extérieur. Mmh. Et donc moi je connais surtout l'environnement de la beauté, et j'ai vu donc dans ces dernières années, j'ai surtout vu du coup l'évolution du e-commerce. Alors pour nous, alors juste pour que ça soit clair pour la salle, parce que L'Oréal c'est très grand, on a beaucoup de marques, on a des marques sélectives. Moi je gère plutôt la partie des marques de masse que vous retrouvez exclues principalement dans vos supermarchés, hypermarchés et Monoprix, les marques L'Oréal Paris, Garnier, Maybelline, et et je pense que c'est important aussi dans la thématique qu'on a, qui ont comme principale caractéristique d'être des produits assez accessibles, donc à bas prix. Et donc nous, on a un enjeu quand on parle de e-commerce, on a déjà un enjeu de panier, qui est un véritable enjeu quand on vend des produits, quand on vend du gel douche ou quand on vend du shampoing à 3,50 €. Je vous laisse imaginer les enjeux qu'on a sur les métiers du e-commerce. Avant de rentrer dans le détail des enjeux qui sont les vôtres, j'avais envie de rebondir sur une slide qui était derrière Marc quand il a introduit cet après-midi, et qui fait du e-commerce, donc non pas la cerise, mais le gâteau à lui tout seul. L'Oréal qui va quand même plutôt pas mal si l'on en croit les chiffres et la presse, avec une année de croissance qui est la meilleure depuis 2007, à plus 7,1%. Un e-commerce qui va encore mieux, avec une croissance de 40% par an. Vous vivez ça comme quoi? Une chance insolente, une pression constante? Alors déjà, ces chiffres, c'est des chiffres groupes, donc je ne vous apprendrai pas qu'on a quelques spécificités françaises qui sont un peu différentes. Pour autant, le marché de l'hygiène beauté va encore bien. Le marché de l'hygiène beauté, c'est un marché online, c'est 12% des ventes de l'hygiène beauté en France qui sont faites online, qui accélèrent, mais finalement qui n'était pas parti le plus vite. Et on l'a très bien vu dans les premières catégories, c'est un marché qui aurait pu aller beaucoup plus vite, et finalement qui est resté très offline pour l'instant, et qui accélère en France. Alors une chance, oui, je pense que dans les chiffres que vous avez donnés, il y a un élément important, c'est ces chiffres mondiaux, et je pense que pourquoi L'Oréal a peut-être pris le virage un peu plus tôt que d'autres marques, parce qu'on avait une présence notamment dans certains pays d'Asie qui nous ont aidés à nous rendre compte de l'ampleur du phénomène e-commerce peut-être un peu plus tôt que certaines marques qui n'étaient pas présentes. Et aujourd'hui, si je prends la Chine, la croissance se fait online. C'est un tiers aujourd'hui, c'est ça la Chine. Et donc aujourd'hui, si vous voulez, ça a permis de donner un coup de fouet, ça a été un superbe wake-up call pour le groupe, pour dire finalement tous les pays du monde doivent accélérer, et même dans les pays où c'est-à-dire que nous on nous a demandé d'accélérer, pour être honnête, en France, alors qu'il n'y avait pas encore de distribution vraiment établie, donc on courait un peu après des partenaires et des distributeurs pour développer cette activité. Alors on reviendra à la Chine peut-être après, parce que je crois que c'est 30% le e-commerce du chiffre d'affaires de L'Oréal Chine. Sauf erreur. C'est important. À peu près. Avant ça, revenons un petit peu aux freins que vous avez rencontrés pour bâtir finalement ce e-commerce. On a entendu parler par Emmanuel notamment de ressources humaines, de recrutement, d'opérationnel. Est-ce que ça a été simple ou pas ?
Le premier sujet, il a été de consacrer, pour les marques, il est de consacrer sur quelque chose qui naît, il est de consacrer des ressources. Et quand vous avez un business qui est fait à 100% dans un circuit de distribution, et qu'il faut commencer à dépluguer des ressources de circuits de distribution pour les allouer à quelque chose de naissant, je peux vous assurer que vous rencontrez régulièrement les réactions des équipes qui sont « mais on met plein de ressources sur le e-commerce, ça fait pas de chiffre encore ». Globalement, ça fait pas de chiffre, c'est tout petit. Donc ça, c'est le premier point, c'est qu'il faut dire à un moment donné, si je veux avancer, il va falloir que je consacre des ressources. Le deuxième point, c'est d'avoir les compétences. Et objectivement, elles n'étaient pas en interne, donc il a fallu se tourner vers l'externe pour aller chercher des compétences. Et du coup, d'aller chercher, alors là aussi, chez les pure players. Alors c'est vrai que il y a beaucoup d'ex-Amazon qui ont rejoint eux-mêmes d'autres industriels ou qui ont en tout cas bougé et qui ont permis de créer, d'avoir des ressources parce qu'on avait besoin de gens qui savaient faire, qui pouvaient nous accompagner dans ce changement et dans ce cheminement. Concrètement, le premier chantier que vous avez lancé, ça a été aussi de restructurer tout votre pôle, si je ne dis pas non plus de bêtises. Vous avez revu l'organisation commerciale et marketing, et vous avez revu ça en ne considérant plus vos produits en tant que tels, mais en les regroupant en catégories de produits. Il y a eu un enjeu important. Nous, on vend en France, on vend 30 marques que vous achetez dans vos, et on vend 30 marques qui vont de catégorie du maquillage jusqu'au savon, en passant par des lingettes bébés, en passant par des shampoings. Et donc, il a fallu vraiment aborder ces marques et par catégorie finalement, puisque là encore, je ne vais pas vendre du maquillage un peu plus valorisé, comme je vais vendre du savon liquide à 1,50 €. Je vais pas le vendre online de la même façon. Et donc, il y avait un véritable enjeu d'adresser finalement en fonction de au sein de notre business e-commerce, d'adresser chacune des catégories, d'affecter chacune des catégories à un circuit de distribution, si je vais l'appeler circuit de distribution. Donc, on en a parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, finalement, sur la beauté, il y a étonnamment, sur la beauté, les e-retailers masse sont encore importants. Alors, Emmanuel en a parlé, ça c'est le click and collect, c'est le drive, et ils sont arrivés les premiers, hein, donc il faut le rappeler, c'est 2004, Chronodrive. Et Chronodrive, finalement, c'est les premiers produits de beauté qu'on trouve en ligne à l'époque, c'est quasiment chez Chronodrive. Amazon s'est lancé sur la beauté en France en 2012 seulement, donc vous voyez l'écart, entre guillemets, de maturité. Et donc ensuite de se dire, finalement, dans chacun de mes sous-secteurs d'activité, où est-ce que je vais pouvoir, quelle catégorie je vais pouvoir vendre, quelle marque je vais pouvoir vendre. Et alors, quelles conclusions vous avez tirées de ça ? Alors les conclusions, elles sont assez simples. Chacun, et je pense que c'est une des clés d'ailleurs de la réussite, c'est et on a fait l'erreur au démarrage, pour être honnête, parce que je pense qu'aussi il faut toujours. On a voulu tout vendre partout, et tout vendre partout, ça fonctionne pas. Pourtant, on se dit, j'ai pas de limite online. On l'a vu tout à l'heure, c'est un moyen pour les marques de ne pas avoir de limite d'assortiment, Et en fait, nous-mêmes, on s'est fixé finalement des destinations précises. Donc, si je prends le click and collect, le drive, finalement, vous n'allez pas acheter une couleur de coloration sur votre click and collect. Vous allez plutôt acheter des produits de replenishment quotidien, des produits d'hygiène avec beaucoup de rotation, donc du shampoing, de la douche, du déodorant, des produits bébés. À l'inverse, les e-retailers sélectifs que sont Sephora, Marionneau, Nocibé, sont des spécialistes de la beauté, connaissent le phénomène d'accélération des ventes avec un effet média, vont très bien travailler l'innovation sur du maquillage plutôt. Amazon, on travaille plutôt bien le fond de catalogue et la long tail avec Amazon, puisque quand les gens ne trouvent plus un produit, ils se rendent assez facilement sur Amazon, vérifier que le produit est disponible. Donc vous voyez, c'est vraiment d'essayer d'adresser finalement à chacun de ces sous-acteurs du e-commerce, d'adresser une partie de nos marques, une partie de notre catalogue. Et sur vos sites de e-commerce en propre ? Alors sur nos sites de e-commerce, et ça fera la transition aussi avec la data, et Emmanuel l'a dit, il n'y a pas une volonté de nos sites de e-commerce. Honnêtement, c'est assez anecdotique aujourd'hui par rapport au chiffre d'affaires qu'on représente. Ils avaient une ambition, c'était d'avoir une relation avec notre consommateur. Parce que quand vous êtes une marque, c'est très frustrant de ne pas avoir accès à votre consommateur. Vous n'avez pas la data, vous ne connaissez pas ses habitudes d'achat. Alors on a beaucoup d'études, on fait beaucoup d'études sur nos produits, on fait beaucoup d'études sur nos marques. Mais finalement, cette relation avec le consommateur, ces sites, ils nous permettent de l'avoir. Du coup, ils nous permettent d'apprendre.
Ils nous permettent d'apprendre la mixité des paniers, qui est quelque chose d'évident pour la majorité des gens dans la salle, et qui nous permettent derrière d'ailleurs de travailler, de mieux travailler avec nos retailers, e-retailers finalement, ces paniers, et de travailler avec eux. Donc je n'opposerai pas, surtout pas, marques et distributeurs e-commerce. Je pense qu'on aura besoin de ces distributeurs. Je pense juste qu'il y a un enjeu important, et on en a parlé d'ailleurs avec Emmanuel, mais qui est la collaboration autour de la data, et qui aujourd'hui, je pense qu'on n'avait pas encore cette maturité, qu'il va falloir qu'elle arrive, parce qu'elle existe ailleurs, elle existe dans d'autres pays, et que je pense que ce partage de data entre e-commerçants, entre les marques, parce que les deux en ont quand même, et les deux auront ensemble cette capacité à créer de la valeur en travaillant beaucoup plus ensemble sur cette data. Et là, pour le coup, on n'y est pas encore. Et comment y arriver? Comment s'en approcher? Je pense que c'est beaucoup une question de maturité. Après, il y a aussi une partie culturelle, parce que la France est un pays où marques et distributeurs se sont souvent opposés. Je pense il faut qu'on arrive aussi à passer un peu au-delà. Et puis qu'on arrive à démontrer aussi, nous, marques, la valeur ajoutée qu'on peut avoir quand on a la data, ce qu'on est capable de mettre en œuvre en redirection, en promo vraiment ciblée, etc. Ce qu'on est capable de mettre en œuvre pour les e-commerçants. Vous avez parlé du drive tout à l'heure, qui était la priorité, je crois, du e-commerce chez vous l'année dernière. Concrètement, quelles solutions techniques et logistiques vous avez mis en place pour favoriser derrière le stockage et le picking des produits? Alors le drive, c'est la priorité parce que c'est ce qu'il y a de plus gros chez nous. Donc aujourd'hui c'est ce qui est plus gros en termes de e-commerce, et c'est du e-commerce, parce que on a souvent eu le débat, est-ce que le click and collect n'est pas finalement mais ça reste du e-commerce. L'un des enjeux du drive et du click and collect globalement, c'est la préparation pour nos clients. Et vous savez que nous, on est sur des grandes catégories, un assortiment maquillage dans un hypermarché de France, il y a 400, 500, 600 références. Et donc, quand on est une place, quand on est un drive, quand on est un Leclerc, Carrefour ou Auchan, on a un vrai enjeu de place de picking. Et donc, on travaille avec eux au quotidien pour se dire comment est-ce qu'on arrive à contourner ces barrières qui sont des barrières purement logistiques pour pouvoir avoir un maximum d'offres, et d'avoir un maximum d'offres qui leur permettent aussi d'apporter du service supplémentaire à leurs consommateurs. Ça, c'est vraiment pour la partie click and collect. Vous avez commencé par parler du panier moyen sur vos catégories de produits. Quelle conviction vous avez aujourd'hui pour justement essayer de résoudre cette équation qui paraît un peu impossible de développer le e-commerce sur des produits si peu chers? Écoutez, alors il y a Emmanuel Grenier va intervenir tout à l'heure, qui est un client, donc j'en dirai que du bien, évidemment. Non, mais je vois Cdiscount, par exemple. Cdiscount a mis en place des bundles virtuels. Donc, plutôt que d'avoir besoin finalement de regrouper vos produits de façon physique, Cdiscount le fait de façon virtuelle. On est capable, alors je vois, il y a quand même quelques femmes dans la salle, sur les produits de maquillage. On travaille autour de look, par exemple, pour aller vendre un fond de teint, un vernis avec un mascara. Et en travaillant autour de look, en travaillant autour de cette mixité qu'on apprend d'ailleurs sur nos sites en propre, on est capable de développer ce panier, d'apporter de la valeur, et c'est un de nos gros enjeux demain, c'est comment est-ce qu'on arrive finalement à mettre non pas un, mais deux produits et demi, 3 produits dans le panier de nos consommateurs online. Et du coup, puisqu'on parle de marque, ça imposerait de créer des sites de e-commerce qui ne soient pas forcément au nom de la marque, mais au nom d'une espèce de marque qui soit plus facile à la lecture, sur un look par exemple. Des sites de look, vous voulez dire? Oui, Look by L'Oréal ou quelque chose comme ça. Est-ce qu'il faudrait rebaptiser vos sites de e-commerce? Écoutez, on est une entreprise de marque. On est une entreprise de marque qui restera une entreprise de marque. Donc pour l'instant, c'est pas prévu. D'accord. Ce n'est pas prévu. Et puis de toute façon assez objective. Aujourd'hui, on a des marques qui sont très différentes les unes des autres, avec des consommateurs qui sont eux aussi différents. Tout regroupé sous le même toit, ça veut dire devenir distributeur, et c'est un autre métier. Je sais pas si c'est le mien, en tout cas pas à l'heure actuelle. Voilà qui va rassurer les distributeurs s'ils sont présents ici. Une dernière question, il vous reste 1 minute. Enjeu du e-commerce, votre enjeu en 2019? Notre enjeu en 2019.
notre enjeu principal, aujourd'hui, il est vraiment de maintenir cette accélération, de maintenir cette pression. C'est un besoin du consommateur. Le consommateur, et je pense que c'est aussi pour ça que les marques accélèrent et les marques y vont, on a été convaincus au départ que c'était beaucoup pour des raisons de praticité, de prix. Nous, aujourd'hui, on a un véritable enjeu au niveau du groupe, c'est d'apporter du service online. Le groupe a racheté Modiface, qui est une entreprise canadienne qui permet notamment de faire de la réalité augmentée avec des looks en direct, l'application de produits. Et en fait, on a aujourd'hui cette conviction, c'est que notamment sur nos marques, on sera capable d'apporter online finalement autant, voire plus de services online que ce qu'on est capable de le faire dans un point de vente physique. Et vous pouvez le voir aujourd'hui si vous allez sur le site l'oralparis.fr. Si vous allez choisir un rouge à lèvres, vous allez avoir la technologie Modiface qui se met en place. Vous allez voir la couleur du rouge à lèvres qui s'applique sur votre visage et vous avez la possibilité de shipper, d'acheter immédiatement. Je pense que ça fait partie des choses qu'on doit accélérer. Et voilà, le vendeur, il est bon quand même, non ? Ça fait partie des choses qu'on doit accélérer pour apporter du service à nos clients et à nos consommateurs. La beauty tech au service des performances du e-commerce. Merci beaucoup, Geoffroy. Merci à vous.